Michel Selle, vous venez de parler de collaboration et de collaboration avec Petite Poucette. Oui. Alors comment collabore-t-on avec Petite Poucette? Le problème de collaborer avec quelqu'un, c'est d'abord de le connaître. Et si on ne le connaît pas, on ne collaborera jamais avec lui, on ne coopérera jamais avec lui ou elle, bien entendu. Et par conséquent, la vraie question, c'est vraiment de connaître la personne. Or, connaître la personne aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de facile, parce qu'il s'est passé des événements considérables. C'est-à-dire, ne croyez pas que la génération avant peut comprendre facilement la génération après. Parce que dès lors que les nouvelles technologies sont arrivées, il y a tout un monde qui a changé. Et c'est ce changement de monde que j'ai voulu vraiment décrire. Alors ça, j'avais bien compris. Et du coup, c'est comme s'il fallait faire une sorte de transmission à double sens. Comme si Petite Poucette avait un problème de transmission par rapport à la génération du dessus, mais qui elle-même a besoin de comprendre quelque chose de Petite Poucette. Oui, d'ailleurs, ce changement, nous le connaissons depuis très longtemps. Je dirais volontiers qu'en matière de science, puisque c'est mon métier un peu, qu'est-ce que c'est que la science? C'est ce que papa enseigne à son enfant. Mais qu'est-ce que la technologie? C'est ce que l'enfant apprend à son père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et voilà. Et par conséquent, quand vous parlez de dialogue à double sens, nous connaissons ça depuis longtemps, dès lors qu'il y a eu un changement entre la science et la technologie. Mais est-ce qu'avec cette génération Petite Poucette, l'écart n'est pas encore plus grand? Parce que vous parliez de mutation. L'écart est gigantesque parce qu'il n'est pas seulement tenu par les nouvelles technologies, parce que ça a eu lieu aussi, mais par des transformations aussi importantes et graves qui se sont passées dans les, 50 années qui précèdent et qui ont touché l'agriculture, la médecine, la santé, la manière de vivre, le mariage, la transmission des biens, etc., qui ont complètement muté, au moins en Europe occidentale. Et par conséquent, regardez par exemple la manière de faire des enfants, rien que ça, vous voyez, c'est-à-dire qu'on maîtrise aujourd'hui la conception, alors que c'est parfaitement nouveau. Et regardez l'arrivée des antibiotiques, et ainsi de suite, l'arrivée de la pharmacopée, etc. Par conséquent, par exemple, un médecin aujourd'hui peut rencontrer une femme ou un homme de 70 ans qui n'ait jamais souffert. Or, il y a à peine un siècle, la souffrance était obligatoire, nécessaire et quotidienne pour tout le monde. Les maladies ne guérissaient pas, etc. Par conséquent, le rapport au corps, le rapport à la nature avec l'agriculture, le rapport à la longueur de la vie, le rapport au mariage, le rapport aux enfants, le rapport à la mort, complètement changé. Et par conséquent, une nouvelle technologie arrive là, dans un monde qui déjà a muté de façon complète. Et par conséquent, la coupure que j'ai décrite est une coupure beaucoup plus considérable que la plupart des gens le croient. Ouais. Et donc là, vous vous adressez plutôt à la génération du dessus et vous leur parlez de Petite Poucette. Voilà, exact, c'est ça. Je la connais tout simplement parce que c'est mon métier. Ouais. C'est-à-dire, c'est mon métier plusieurs fois. C'est-à-dire, premièrement, je suis enseignant du supérieur depuis plusieurs décennies, donc je connais bien cette génération-là. D'autre part, aujourd'hui, nous n'enseignons plus que des mélanges. C'est-à-dire, je n'enseigne pas des Américains en Amérique ou des Français en France. C'est des mélanges de culture et de religion et de langue, etc. Et troisièmement, j'ai habité quand même pendant 30 ans à la Silicon Valley, où j'enseigne à Stanford, et par conséquent, j'ai vu muter complètement les nouvelles technologies. Donc, je suis un peu, si vous voulez, l'homme de la situation. Voilà. Vous êtes l'homme de la situation, définitivement. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que vous auriez à dire à cette génération Petite Poucette par rapport je lui parle depuis 30 ans. Oui. Ça serait un peu long ce que j'ai à lui dire. Enfin, c'est mon livre, tout simplement. J'ai essayé dans mon livre de dire qui elle était et comment il fallait lui parler. Voilà. Ce qui fait du bien. En tant que génération Petite Poucette, ça fait beaucoup de bien. Vous disiez aussi que vous auriez quelque part aimé avoir 20 ans aujourd'hui et avoir tout à réinventer. Parce qu'étant donné la coupure que je viens de définir, il est bien clair que, j'ose à peine le dire, mais tout est à réinventer quand même. Vous avez de la chance, vous avez tout à réinventer, c'est-à-dire les institutions, les relations humaines, le commerce, etc. Beaucoup de choses vont muter, sont en train de muter. Moi, je le vois tout simplement dans le domaine des sciences. Par exemple, dans les générations qui me précèdent, un professeur d'université enseignait à ses étudiants entre 70 et 80% des choses qu'il avait appris à l'école. Aujourd'hui, le chiffre est à 20%, 30%. Vous voyez, la mutation des sciences est considérable. Et il y a des sciences qui naissent tout le temps.
La différence entre l'Académie des sciences et l'Académie française, c'est ça. C'est-à-dire que l'Académie des sciences n'a jamais pu rester à 40, 50, 60, 120, parce que les disciplines sont inventées à mesure, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a des disciplines qui sont nées l'année dernière, vous voyez. Et donc, ça mute à toute vitesse, vous voyez. Et donc, cette mutation-là, c'est celle que je veux, évidemment, décrire et prévoir. Ouais. Est-ce que... Vous dites qu'on est condamné à devenir intelligent, là ça y est, on a tout externalisé en termes de fonction, donc bon, si on n'est plus utile, il faut qu'on soit penseur, créatif et intelligent. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit coopérant, qu'on soit plus aimant? Alors pour la coopération, c'est un problème intéressant, mais c'est aussi un vieux problème, aussi bien qu'un problème nouveau. Je vais vous raconter une histoire comme d'habitude. Lorsque vous digérez le petit déjeuner que vous avez mangé ce matin, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a dans votre intestin des molécules ou des cellules qui vous aident à cette digestion. Et savez-vous que ces cellules sont des monocellulaires ou des microbes qui ont tué avec une dévastation abominable vos ancêtres? C'était des parasites. Et ces parasites-là, ils ont tué vos ancêtres, mais en les tuant, ils n'avaient plus rien à bouffer puisqu'ils tuaient leurs hôtes. Et ils ont appris peu à peu à devenir des symbiotes. Et qu'est-ce que c'est le symbiote? C'est une cellule qui vous abrite, que vous abritez, et à qui vous offrez la nourriture, à qui vous offrez le logement, à qui vous offrez le chauffage, généreusement, mais qui en retour vous aide à digérer. Voyez, et c'est ça la symbiose. Et au fond, lorsque vous parlez de coopération, c'est la variété humaine ou sociale de la symbiose naturelle. Voilà. Et les symbioses, il y en a beaucoup dans le monde. Par exemple, on parlait de nouvelles disciplines. Il y a une nouvelle discipline qui s'est créée il y a quelques années qui s'appelle l'écologie chimique. Et savez-vous, cher ami, qu'il y a des arbres, supposez qu'il y a un massif d'arbres comme ça, et le premier qui est sur la lisière reçoit un prédateur. Je ne sais pas moi, un cerf qui est en train de lui bouffer les feuilles. Aussitôt, il émet des particules qui atteignent les autres arbres de la même essence et qui leur dit « attention, il y a un prédateur qui arrive ». Et les autres arbres ont le temps de sécréter la molécule chimique qui fait que la feuille est immangeable au prédateur. C'est fascinant ça. Ça c'est fascinant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une intelligence à l'intérieur des plantes qui est une solidarité. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il a inventé l'homme par rapport à ça? Il fait la solidarité aussi. Si, il a inventé autre chose. Il a inventé le type qui reçoit un prédateur mais qui appelle pas les copains pour les trahir. C'est-à-dire l'arbre est plus moral que l'homme. L'homme a inventé le vice. Ouais. Et c'est très intéressant. Mais en ça, vous rejoignez, parce que là, ce que vous décrivez des arbres, c'est ce que décrit Frans de Waal des animaux et de l'empathie. Ça, c'est vieux. Ça, c'est vieux. Ça, c'est ce que j'ai dit des loups. Oui. Au début, les éthologues croient inventer ça, alors que c'est vieux depuis les chasseurs-cueilleurs. Donc ils le prouvent, quoi. Ils le prouvent et ils le démontrent dans des espèces qu'on ne connaissait pas. Oui. Les bonobos, les chimpanzés, etc. Les éléphants, ça on ne le savait pas. Mais pour certaines espèces, c'est une tradition vieille comme l'humanité. Oui. Oui. Est-ce que vous auriez un encouragement à donner à la génération Petite Poucette ou un conseil ou... D'attendre patiemment que la génération précédente ait pris sa retraite. Je vous remercie.